Si tu veux avoir un beau tan pour l'été, tu vas faire des petites expositions constantes et progressives au soleil. Tu ne vas pas aller te mettre 8 heures au soleil et espérer avoir un beau tanning pour l'été. Tu vas me dire, si tu as le teint foncé à la base, tu vas être capable de tolérer plus de soleil que quelqu'un qui est un roux, par exemple. Puis il n'y a rien de raciste. C'est... Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je vous parle des 10 commandements d'un entraînement efficace pour la prise de masse musculaire. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'écouter le podcast. Je veux aussi vous dire qu'il y a plus de 50% de gens qui écoutent notre chaîne YouTube qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous si vous voulez nous encourager. C'est comme notre tip. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, faites un like. C'est un petit geste pour vous qui fait une grosse différence pour nous. Il y a plus de monde qui voit notre contenu. Puis si vous écoutez sur Anchor ou sur iTunes, whatever, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles et donner votre avis. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, s'il y a des choses que vous jugez qu'on pourrait améliorer. Puis si vous avez des suggestions de personnes que vous voulez voir sur le podcast aussi, écrivez-nous un DM ou un message sur Facebook. Et aussi, si vous avez aimé le podcast, faites un screenshot, mettez ça dans vos stories, taguez-nous. Ça nous ferait un grand plaisir. Et aussi, je vais vous annoncer que pour ceux qui écoutent le podcast, je vous ai fait un code podcast 100. Vous avez un mois gratuit sur l'Académie Quantum, qui est notre nouveau site de formation en ligne. Donc, c'est une formation, dans le fond, que toutes les 4 semaines, il débloque 4 modules avec des bonus. Donc, par exemple, le module numéro 1, le bloc numéro 1, en fait, le premier mois, c'est l'anatomie fonctionnelle des bras, la mécanique des bras, la programmation et la périodisation au niveau des bras. Après ça, on a un module aussi sur la nutrition de base, donc les grandes lignes, le calcul de calories, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. Et il y a un paquet de bonus aussi avec ça. Et dans le fond, tous les mois, c'est comme ça. Donc, vous avez le premier mois gratuit. Si vous n'aimez pas ça, vous désinscrivez. Et si vous aimez ça, vous pouvez rester. Donc, je vous offre un mois gratuit avec le code podcast 100 dans le fond. Et je vais mettre le lien dans la description YouTube et dans la description du podcast. Puis sinon, allez sur quantumtraining.ca. Tout est là. Donc, les 10 commandements pour un entraînement efficace pour la prise de masse. Donc, ce sujet-là va être bon pour les débutants, les intermédiaires, autant que les avancés. Il n'y a pas d'ordre spécifique à laquelle je les ai mis. C'est juste 10 choses qui vont optimiser tes entraînements pour la prise de masse musculaire. La première chose, c'est de comprendre que, comme dans n'importe quel sport, faut que tu rampes avant de marcher, avant de courir. Donc, c'est toute une progression. Puis, s'entraîner, c'est une habileté comme jouer au soccer, comme lancer un dard, comme jouer au bowling, whatever. Faire du ski, c'est un skills, c'est une habileté. Donc, si je te dis, t'as jamais fait de ski, viens-t'en, on va s'en aller à Saint-Sauveur, puis je vais te faire descendre la plus grosse côte. Tu vas me dire, non, on va commencer par la petite côte, je vais y aller tranquillement, on va faire la feuille qui tombe en snow ou la pizza en ski, puis on va y aller tranquillement, progressif. De plus en plus, on va aller vite, de plus en plus, on va aller faire des pistes qui sont plus dures. C'est exactement la même chose d'entraînement, puis c'est drôle parce que souvent, on le prend pas en considération, puis le monde s'en va dans un gym. Là, on est en janvier, fait que là, le monde sont comme, je vais aller m'entraîner, je sais comment, j'ai pas besoin d'un coach. Et là, le monde s'en va faire la piste diamant noir à Saint-Sauveur dans le gym. Là, vous comprenez l'analogie. Donc, il faut vraiment être capable d'avoir une bonne habileté moteur, puis du contrôle musculaire, puis après ça, progresser graduellement. Donc, c'est comme si je te demande d'écrire ton nom de la main gauche sur une feuille avec un crayon. Tu vas pas y aller aussi vite que tu fais de la main droite, puis tu vas pas y aller aussi fort. Puis, tu vas prendre ton temps, tu vas y aller tranquillement, puis peu à peu, tu vas augmenter la vitesse. C'est exactement la même chose. Donc, la première chose, c'est d'être capable de contrôler ton mouvement, d'être capable de contrôler tes contractions musculaires, puis ton contrôle surtout. Donc, exemple, que tu fais un squat, puis dans le bas du mouvement, ton bassin part d'un côté, tu as un tuck-in qu'on appelle le bassin bascule, les coudes lèvent, quelque chose qui se passe, peut-être mettre plus léger, puis focus sur ton contrôle pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour être sûr de progresser optimalement. Fait que c'est vraiment important de comprendre qu'il faut que tu contrôles ton mouvement à chaque seconde. Donc, un des exercices qu'on fait des fois avec nos clients, c'est que je lui dis avant de commencer la série, OK, durant la série, je vais te dire stop, puis à tous les moments que je vais te dire stop, je veux que tu sois capable d'arrêter à ce moment-là. Donc, si tu n'as pas de contrôle musculaire, tu ne seras jamais capable d'arrêter quand je vais te dire stop. Donc, c'est vraiment, il faut que tu penses à ça. Chaque seconde, tu es en contrôle du mouvement à 100%. Ça, c'est vraiment important parce que ça va faire la différence entre tu vas avoir des excellents gains sur le long terme et tu ne te blesseras pas.
et la différence entre des bons gains et des moyens gains et des risques de blessure accentués. Deuxième chose, c'est de choisir les bons exercices. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'un bon, qu'est-ce qu'un mauvais exercice. Est-ce qu'il y a vraiment des mauvais exercices? Souvent, je vais dire il y a plus des mauvaises exécutions que des mauvais exercices. Ça revient à se poser quelques questions. Donc, qui est ton client ou qui t'es toi-même? Et non d'un point de vue philosophique, mais bien d'un point de vue qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es capable de contrôler? Qu'est-ce que tu es capable de tolérer? Donc, qu'est-ce que tu as? C'est un peu la mobilité des joints, le contrôle musculaire. Donc, exemple que tu as les chevilles super tendues et que tu n'es pas capable de faire... que ton genou n'est pas capable d'aller devant tes pieds. Ben, ça nous donne un bon indice que pour toi, le squat, ça serait peut-être pas nécessairement le meilleur exercice pour les quadriceps. Ça va peut-être être un excellent exercice plus pour les hanches, mais si tu veux challenger plus tes quadriceps, peut-être va falloir surélever un petit peu les talons, peut-être aller sur une machine hack squat ou sur une machine leg press. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment de regarder la personne qu'est-ce qu'elle a. On va parler plus tard des amplitudes actives, passives et entraînables. C'est un peu le même principe. Donc qu'est-ce que la personne a la journée même, ou tu l'as avec toi, ou toi, qu'est-ce que tu as à chaque jour. Qu'est-ce que tu contrôles? Donc qu'est-ce que tu as dans le sens de contrôle musculaire. Donc si tu arrives dans le bas du mouvement de ton squat, puis ton bassin, il déplace toujours vers la droite. Oui, ça peut être tout ce qui est plus neurologique, puis là, on pourrait parler avec Mathieu Boulay de posturologie puis tout ça, mais reste que tu devrais être capable de toi-même prendre le contrôle de ce mouvement-là. Donc, si tu descends ton squat, puis à la fin, tu t'accélères, puis là, ton bassin va sur le côté, ben tu contrôles pas le bas du mouvement. Ça veut dire que l'exercice que je vais choisir, ou le tempo que je vais choisir, ou la méthode que je vais choisir, ou la variation d'exercice que je vais choisir, va être dictée par qu'est-ce que tu contrôles. Donc, même chose au niveau des press, par exemple. Donc, si tu fais un press, puis à 90 degrés, les épaules vont vers l'avant, donc tu perds l'attention au niveau des pectoraux, ben là, dans le fond, ton contrôle n'est pas absolu. Donc, comme je disais tantôt, si je te dis stop à n'importe quel moment du mouvement, tu ne seras pas capable de le contrôler. Donc, c'est vraiment important de regarder qu'est-ce que tu es capable de contrôler, puis d'améliorer ça, puis de travailler avec qu'est-ce que tu es capable de contrôler. Et le prochain point, c'est qu'est-ce que tu es capable de tolérer. Donc, tolérer au niveau de la fréquence d'entraînement, au niveau du volume, au niveau de l'intensité, au niveau de la densité d'entraînement, au niveau de tous les facteurs d'entraînement, qu'est-ce que tu es capable de tolérer cette journée-là. Donc, par exemple, que je sais pas, tu as des jeunes enfants à la maison, tu dors pas de la nuit, c'est sûr que qu'est-ce que tu vas être capable de tolérer si tu passes une mauvaise nuit, il va être moins grand que qu'est-ce que tu es capable de tolérer quand tu dors bien. Donc, c'est à prendre en considération que même si ton programme dit, exemple, tu fais un 10 séries de 10 répétitions et que tu n'as pas bien dormi, que tu n'as pas bien mangé, X, Y, Z qui est arrivé, peut-être que 5 séries de 10 pour toi, ça va être un bon volume pour cette journée-là. J'aime ça dire l'analogie de RTS qui est si tu vas avoir un beau tan pour l'été, tu vas faire des petites expositions constantes et progressives au soleil. Tu ne vas pas aller te mettre 8 heures au soleil et espérer avoir un beau tanning pour l'été. Là. Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu es capable de tolérer? Ben, c'est ça. C'est de voir génétiquement et aussi cette journée-là, qu'est-ce que tu es capable de tolérer. Donc, tu sais, comme j'aime dire, si tu as le teint foncé à la base, tu vas être capable de tolérer plus de soleil que quelqu'un qui est un roux, par exemple. Puis il n'y a rien de raciste. C'est malheureusement la vérité. Donc c'est ça. Fait que qu'est-ce qui est capable de tolérer? Ça va avoir plusieurs facteurs qu'on va parler un petit peu plus tard. Mais c'est à prendre en considération. Après ça, comment choisir un bon exercice? Ben, il faut aussi comprendre l'objectif de l'exercice. Donc, par exemple, tu fais un squat, par exemple. Quel est l'objectif de cet exercice-là? Donc, ça peut être de faire une dépense métabolique très grande parce que le squat va avoir une dépense calorique et énergique beaucoup plus grande que faire un dumbbell curl, par exemple. Donc, si tu fais un entraînement systémique que ce que tu veux, c'est d'augmenter les hormones de croissance puis de brûler, entre parenthèses, des calories le plus possible, le squat, ça peut être une bonne idée. Par contre, si ton squat, l'objectif, c'est de développer tes quadriceps et que au niveau de ta morphologie, tu n'as pas de morphologie qui est apte à recruter tes quadriceps quand tu fais des squats, ça se peut que l'objectif de ton exercice, tu ne l'atteignes pas avec ton entraînement. Donc, c'est vraiment important de comprendre que chaque chose que tu mets dans ton programme d'entraînement, que tu sois capable de comprendre pourquoi tu le donnes. C'est comme le squat, on dit souvent que c'est le king des exercices. Je sais pas vraiment d'où ce que ça vient. Peut-être le fait que ça travaille beaucoup de groupes musculaires en même temps. Par contre, si tu veux développer tes quads, le squat, c'est rarement un des meilleurs exercices parce qu'en fait, le quad va être recruté maximum à 50%. Donc,
Donc, c'est ça, 50% maximum parce que aussitôt que... Si on regarde la ligne de force qui est en fait le milieu du pied quand tu fais du squat, le point le plus loin de ce centre de masse-là va dicter le recrutement. Ça veut dire que si ton genou avance vraiment vers l'avant, ça va être plus du quadriceps, puis si tes hanches reculent vers l'arrière, ça va plus être des hanches. Ce qui arrive, c'est que passer un 50%, il va falloir que tu surélèves tes talons, et là, il va y avoir une baisse significative au niveau de la charge, et donc une baisse significative au niveau du micro-trauma que tu vas pouvoir créer au niveau du muscle. Et aussi, au niveau de ce que tu es capable de tolérer, ça se peut que ton articulation du genou soit pas capable de tolérer que ton genou soit si loin de ton centre de masse. Donc, la plupart des gens vont être capables de tolérer une élévation environ de maximum 30 degrés au niveau de leur squat, mais passer ça à 45 degrés, ça commence à être un petit peu plus... spécifique. Pas mal du monde qui peut avoir, en mettant une bonne charge, là, je spécifie, il peut y avoir des problèmes qui vont arriver au niveau des genoux si on n'est pas capable de contrôler encore là ce mouvement-là. Après ça, l'objectif de l'exercice, ça va aussi avec l'objectif de la journée. Donc, c'est quoi l'objectif de ton plan d'entraînement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Tu veux créer du dommage musculaire, la tension mécanique, métabolique, quelque chose de systémique pour brûler des calories. Qu'est-ce que tu veux? C'est important que tu le saches parce que tes temps de pause, ton tempo, tout va être en ligne avec ça. Et finalement, l'objectif de l'entraînement. Donc, dans ton mois d'entraînement, quel est ton objectif? C'est vraiment important de le savoir. Qu'est-ce que tu essaies d'atteindre? Est-ce que c'est une phase que tu vas faire, une phase purement métabolique pour t'aider sur tes autres phases d'après, pour potentialiser les gains ensuite? Est-ce que tu travailles sur un aspect qui est plus faible chez toi? Par exemple, ton aspect neurologique est plus faible, tu vas aller travailler pendant ce mois-là. Tu vas travailler purement sur la prise de masse, donc c'est vraiment important de savoir parce qu'en fait, tout découle de ça. Donc, un coup, tu as su l'objectif de ton entraînement, ben, tu peux faire l'objectif de ta journée, de l'exercice, etc. Troisième chose pour un entraînement efficace, il faut prendre en considération le momentum et l'inertie. Dans le fond, le momentum, c'est le mouvement qui va être généré quand tu as un poids dans les mains. Donc, même pas de poids, ça le fait aussi, là, mais je veux dire, si tu vas vite, le poids va se perdre dans l'espace. Puis j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Est-ce que 10 livres est réellement 10 livres? » Si vous voulez aller plus en détail au niveau de l'inertie, allez voir ça sur YouTube, Quantum Training. Mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai un 10 livres dans les mains et que je le bouge très rapidement, à un certain moment donné, ce 10 livres se perd dans l'espace et ça va faire en sorte que la tension musculaire générée va être nulle s'il se perd à 100% dans l'espace. Donc, si tu commences un entraînement avec un débutant ou que ton contrôle n'est pas à 100%, si tu travailles avec des poids libres, tu as plus de chances que si le poids bouge vite, le poids se perd dans l'espace. Donc, l'effet va être beaucoup plus grand avec des poids libres. Donc, ça vient à se dire, est-ce que les machines ou les poulies, c'est mieux que les poids libres? C'est différents outils qui vont être bons pour différents objectifs d'exercice. Donc, si tu as un débutant que, quand il s'entraîne, il bouge toujours trop vite, qu'il y a de la misère à contrôler, on va prendre un exemple que tu es coach, tu entraînes un client, il remet son plan d'entraînement, tu le vois une fois par 4 semaines, tu fais un suivi avec lui, mais tu vois des vidéos quand il s'entraîne, il va trop vite tout le temps, puis tu as beau lui dire, mais il va quand même trop vite. Donc, il utilise beaucoup de momentum puis il perd la charge dans l'espace. Donc, de le mettre sur des machines où, là, plus souvent, le câble, il va passer dans un cam qu'on appelle une poulie, en fait, là, que ça tourne, un genre de rond que la poulie passe dedans. Si vous avez une multistation, il y en a souvent 2, 3, 4. Bien, plus il y en a, moins l'effet de momentum va être grand. Donc, par exemple, que tu fais une multistation puis tu fais un genre de press avec les deux poignets, si il y a beaucoup... Ta poulie passe souvent dans les ronds, tu vas avoir moins d'effet de momentum. Donc, si tu exploses, la charge, si tu regardes sur le stack de poids, il va moins bouger il va moins avoir de distance qui va être parcourue que les dumbbells, par exemple. Donc, ça peut être intéressant, là, d'aller avec un exercice comme ça chez une personne qui a de la misère à avoir du contrôle. Exemple, quelqu'un que... sur le leg extension, il est tout le temps en train d'exploser, puis que ta machine est faite, par exemple, surtout les machines avec des plates, t'exploses, puis là, clairement, le pad lève quasiment des pieds rendus en haut, ben mettre une bande élastique, peut-être ça pourrait aider à ralentir l'effet de momentum. Donc, c'est de comprendre que les machines puis les poulies peuvent être très intéressants pour
enlever cet effet-là. Donc, pour avoir plus de contrôle musculaire, plus de contraction musculaire. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que les poids libres, c'est juste une différente utilisation, mais c'est à prendre en considération dans ton entraînement. Si tu veux être efficace pour la prise de masse, si tu veux le plus de tension musculaire significatif au bon endroit. Donc, si tu vas avec des poids libres, que tu fais, par exemple, des lateral raises, puis que tu exploses tout le temps, puis il y a tout le temps un swing de genoux ou de tronc qui se passe, ben en fait, tu es loin d'avoir de la tension significative au niveau de tes deltoïdes. Point numéro 4, la surcharge progressive. Donc, c'est un concept qui est vieux comme la Terre, qui est vieux comme l'entraînement en fait. C'est que tu veux créer un stress sur le corps, t'adapter, créer un petit peu plus de stress sur le corps, t'adapter, et ainsi de suite. Point numéro 4, c'est la surcharge progressive. Donc, c'est quoi? C'est juste de mettre un stress sur le corps, de t'adapter et de progresser. Mettre un stress un petit peu plus grand sur le corps, t'adapter, progresser, ainsi de suite. C'est un concept qui est vieux comme l'entraînement. Donc, on a toujours su qu'il fallait te mettre un petit peu plus pesant, faire un petit peu plus de reps, puis progresser graduellement comme ça. Il y a différents types de surcharge progressive qu'on peut faire. Il y a, oui, la charge, mais il y a aussi... Exemple, faire une répétition de plus. Ça, souvent, c'est pas utilisé, mais c'est super intéressant. Donc, exemple, tu fais 100 livres pour 10 au niveau du dumbbell press. La semaine d'après, tu essaies de faire 11 répétitions. Fait que tu essaies soit de progresser la charge ou de progresser le nombre de reps que tu fais, idéalement toutes les semaines. Tu peux avoir des progressions aussi au niveau de la densité d'entraînement, donc de réduire ton temps de pause à chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment bon pour le monde qui time toujours leurs choses comme il faut. Donc c'est ça, mais tu as besoin pour avoir un entraînement efficace d'avoir une surcharge progressive quelconque, soit au niveau de la charge, au niveau du volume, au niveau de certaines choses. Soit avoir plus de séries à l'échec musculaire, soit d'augmenter la charge. Bref, vous comprenez le concept. Le 5e point, c'est le principe de la capacité de récupération. Donc, il faut comprendre que chaque personne, génétiquement, a une capacité de récupération XY qui est capable de récupérer d'un nombre de stress donné. Okay? Donc, si on essaie d'imager ça, là, ceux qui écoutent en audio, c'est que d'un côté, tu vas avoir tout ce qui est ton stress d'être un humain en vie sur la Terre. Donc ça, déjà là, l'organisme est déjà un certain stress, puis il y a du monde qui ça les stresse plus que d'autres. Donc, c'est pour ça que génétiquement, il y a du monde qui va être plus affecté par le stress. Puis après ça, il y a ton stress psychologique, ton stress de la famille, ton stress de ta job. Il y a plein de stress qui s'accumulent. Et après ça, ben, tu vas avoir le stress de l'entraînement, le stress de la pression que tu te mets pour atteindre tes objectifs X, Y, Z. Et ça, c'est tout le stress que tu vas avoir. Puis de l'autre côté, ben, tu as ta capacité de récupération, ta capacité de gestion de stress. Puis cette capacité de gestion de stress-là est peut-être à, exemple, on va dire un chiffre là, sur un 100%, est peut-être à 80%. Puis ton stress de base, sans t'entraîner, il est à 70%. Ça veut dire que ton stress d'entraînement, tu peux seulement tolérer 10%. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça, soit pour toi, soit pour tes clients, si t'es coach, que c'est pas tout le monde qui a la même capacité de tolérer le stress d'entraînement que tu vas donner. Donc, c'est pas parce que tu fais un style d'entraînement pour toi que ça va fonctionner pour quelqu'un d'autre. Okay? Donc, souvent, les coachs, exemple que tu as une génétique de fou, puis tu as des gains, peu importe qu'est-ce que tu fais, ou tu prends des stéroïdes anabolisants, ou peu importe quels ont été tes choix. Si tu donnes le même type d'entraînement que toi à tout le monde, ben c'est sûr que tu vas juste avoir ceux qui ont la même génétique que toi et la même capacité de récupération que toi qui vont progresser. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre quelle est ta tolérance au stress que tu peux ajouter, puis comment je peux faire pour augmenter ma tolérance au stress. Donc ça, c'est en dormant bien, en gérant bien ton stress, en prenant par exemple du magnésium, en faisant de la méditation. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour augmenter sa tolérance au stress. Mais ça se passe beaucoup entre les deux oreilles, la gestion de stress. Donc j'ai fait un paquet de podcasts sur des livres aussi qui parlent de ça. Donc c'est ça, vous pouvez aller écouter ça si vous voulez des idées. Mais bref, il faut comprendre que tu as une capacité de récupération, que tu as un stress. Puis j'aime ça dire que tout le monde naît avec une carte de crédit au niveau de sa gestion de stress. Donc il y a du monde qui a une limite de 5 000, il y a du monde qui a une limite de 10 000, puis il y a du monde qui a une limite de 50. Puis c'est important de la prendre en considération, cette limite-là, parce que si tu mets plus de stress que tu es capable de récupérer, tu ne progresseras pas. Donc, si, mettons, tu t'entraînes le pied dans le fond depuis 2 ans et tu ne progresses pas, ben peut-être que tu en fais trop. Tu sais, souvent, le monde, il va y avoir un 20% du monde qui vient de me voir en bureau qui s'entraîne trop fort ou qui ne récupère pas assez. C'est plus qui ne récupère pas assez. Mais il faut savoir quand vient le temps de slacker la pédale un peu,
comme on dit en bon français. Donc, de prendre un petit break. Puis souvent, le monde va progresser beaucoup plus rapidement si on prend un break, si c'est ça le problème, ou juste de rajouter la méditation ou XYZ qui va aider à la capacité de récupération. 6e point, les amplitudes de mouvement. Donc, on se fait souvent dire il faut travailler en amplitude complète. Full range of motion, sinon c'est pas bon. Squat as to grass, la barre au chest quand tu fais du bench. Qu'est-ce qu'il y en est réellement? Mon point de vue, c'est que tu as 3 sortes d'amplitudes. Il y en a plus que ça, mais on va parler de 3 aujourd'hui. Les amplitudes passives, donc les amplitudes que tu es capable d'aller faire au niveau de tes articulations. Les amplitudes actives, donc c'est les amplitudes où tu vas pouvoir avoir un certain contrôle musculaire. Puis les amplitudes entraînables. Donc ça, c'est des amplitudes que c'est là que tu vas passer la majorité de ton temps parce que c'est les amplitudes que tu es capable de contracter du muscle à 100% puis d'avoir la tension musculaire au bon endroit. Donc une amplitude passive, c'est simplement une amplitude que ton joint te permet. Et parfois, si, exemple, tu fais un squat jusqu'en bas puis je te dis contracte tes quadriceps le plus fort possible puis tes fessiers le plus fort possible, souvent, tu vas relever un petit peu de cette position-là. Fait que c'est ça la différence entre une amplitude passive et active. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, j'en ai parlé dans mon livre « L'étude guide de prise de masse » qui est disponible sur quantumtraining.ca. J'en parle un petit peu plus de ça, puis l'information aussi en salle, ben on passe des journées à parler de ça, mais exemple, le bench press, c'est pas parce que les powerlifters touchent la barre au chest que toi, tu devrais le faire nécessairement. Si, exemple, tu as le sternum vraiment vers l'intérieur puis tu as les épaules vers l'avant, si tu veux travailler ton pec, là encore là, ça vient à se demander quel est le bon exercice pour moi selon mon objectif qui est de développer mes pectoraux. Le bench, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur exercice pour toi, mais si tu veux en faire et que tu as les épaules vraiment vers l'avant, ça se peut que ton amplitude passive, tu peux descendre jusqu'en bas, mais que ton amplitude active au niveau des pectoraux, mais tu ne sois pas capable d'avoir un recrutement musculaire dans le bas du mouvement, puis ton amplitude entraînable est peut-être encore plus réduite. Donc, ça se peut que tu fasses du bench press, puis ton mouvement soit peut-être la moitié de ce que ça devrait être. Graduellement, si tu travailles comme il faut, tu devrais être capable d'augmenter ton amplitude active et de progresser. Mais une erreur que je vois souvent quand je parle de ces concepts-là, c'est que le monde prenne cette information-là et là se disent dans le fond, je devrais tout le temps bencher à 90 degrés parce que c'est là mon amplitude c'est là mon amplitude active, pardon. Et là, ils font toujours des demi-mouvements. Fait que tu peux mettre plus de charge, mais là, ça ne t'avantage pas plus. L'amplitude active est important de la respecter, mais elle va s'augmenter de série en série. Donc, de série en série, tu devrais être capable de descendre ta barre un petit peu plus bas. Et de semaine en semaine, tu devrais être capable de descendre ta barre un petit peu plus bas. Jusqu'à une certaine limite que ton corps va te permettre. Mais c'est important de prendre ça en considération. De ne pas se dire « Ah ben là, c'est mon amplitude active, je ne descends pas plus bas parce que tu veux faire du ego lifting puis mettre pesant sur la barre. » Fait que c'est ça. Numéro 7, l'importance de connaître ton anatomie. Donc, quand tu fais un choix d'exercice, c'est important de comprendre les fibres musculaires dans quel sens ils vont. Donc, par exemple, on va prendre les pectoraux. C'est un muscle en éventail. Donc, il va aller dans des différents angles différents. Donc, on a la partie plus claviculaire qui va un petit peu plus vers le haut, la partie sternale dans le milieu et la partie costale vers le bas. Et ton choix d'exercice va dicter le recrutement que tu vas faire. Donc, si tu veux faire la partie plus claviculaire, on va faire en sorte que tu vas choisir un exercice qui va être en ligne avec ces fibres-là et tu vas le travailler dans cet angle-là. Si tu veux travailler encore là les fibres costales, tu vas t'arranger pour que tu finisses que ton bras soit plus vers le bas par rapport à tes pecs. Donc, c'est vraiment d'enligner la tension en ligne avec les fibres musculaires que tu veux travailler. Donc, si, par exemple, on va prendre l'exemple des pectoraux, parce que c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs angles de fibres. On voit souvent un exercice qui est la poulie en bas, puis tu montes vers le haut. Tu fais une flexion, en fait, vers le haut. Donc, ça donne que la tension est pas mal verticale plus qu'horizontale dans ce mouvement-là. Donc, si on regarde les angles de fibre au niveau de la partie claviculaire des pecs, il est vraiment anglé, ça dépend chez les gens, mais de 45 à 30 degrés. Donc ça, on met une tension qui est plus verticale, avec les fibres qui vont dans l'autre sens, en fait, un petit peu plus en 45. Tu vas avoir un recrutement qui va être beaucoup moins grand. Donc c'est là qu'il va arriver le concept en anglais, on dit junk volume, c'est d'avoir du volume qui n'est pas efficace. Donc c'est juste que tu fais de la fatigue systémique pour rien. Donc, si, exemple, tu choisis tes exercices en regardant ce que le monde fait, puis tu ne portes pas attention à ce que tu fais,
tu utilises ce que je vais appeler la méthode bazooka. Donc, la méthode bazooka, c'est que tu fais, exemple, tous les exercices que tu connais dans un workout de chest, tu fais toutes les méthodes, toutes les affaires que tes préférés sur Instagram font et t'espères que tu vas avoir des résultats. Donc, c'est le bazooka dans le mur, tout va casser, tout va péter, mais tu vas avoir touché pas mal tout, mais tu vas avoir fait surtout du dégât autour. Nous, j'aime ça comparer qu'avec Quantum Training, ce qu'on fait, c'est qu'on est des snipers de l'entraînement. Donc, on fait un tir à bonne place, puis tu n'auras pas de répercussions. Tu vas aller toucher direct la bonne place. Tu n'auras pas de répercussions au niveau systémique, de fatigue systémique pour rien. Donc, si tu fais ton mouvement, puis c'est pas mauvais, mais tu as un meilleur choix. Tu sais, si tu fais ton mouvement de flexion plus vers le haut, qui est vraiment vertical au niveau du bras, puis tes fibres vont à 45 degrés. Oui, tu vas les toucher, mais seulement à un certain degré de ce mouvement-là. Puis ça va faire en sorte que ça va être un peu plus la méthode bazooka. Donc, tu vas avoir plus de fatigue accumulée. Tu vas être beaucoup plus en ligne avec les fibres du deltoïde antérieur, les fibres du long chef du biceps aussi. Donc, tu vas travailler un petit peu plus de tout. Puis tu vas accumuler de la fatigue. Tantôt, on parlait de la capacité de récupération. Tu rajoutes un stress de plus qui n'est pas efficace sur qu'est-ce que tu vas aller travailler. Donc, à la place de ça, en connaissant tes bases d'anatomie, ben là, tu vas pouvoir aligner un exercice qui va être directement en ligne avec ces fibres-là, vraiment faire le sniper là-dessus, puis avoir le maximum de résultats sur ce que tu vas aller travailler. Donc, que ce soit les lats, que ce soit les quads, que ce soit les ischios, c'est exactement le même principe. Si tu veux en savoir plus, va sur quantumtraining.ca. Notre formation en ligne, c'est exactement ça qu'on parle. Puis podcast 100, tu as 100% de rabais sur le premier mois. Donc, va essayer ça. Si t'es pas content, tu cancelles après, il n'y a pas de trouble. Avant le 30 jours, tu cancelles, puis tu ne feras pas charger. Donc c'est ça. Mais c'est vraiment important de connaître ton anatomie, au moins des bases, pour choisir les bons exercices. Ensuite, l'importance de la biomécanique. J'en ai parlé un peu dans l'anatomie, mais la biomécanique, c'est l'étude du mouvement humain. C'est très vaste comme terme, puis des fois, j'aime mieux parler de mécanique d'exercice. C'est de comprendre que chaque exercice dans le mouvement, va être dur à un certain endroit et va être facile dans un certain endroit. Puis ton muscle, il y a une force qui n'est pas égale tout le long du mouvement. Donc, par exemple, on prend le biceps. Le biceps, quand ton coude est barré, sa capacité de contracter et de créer de la force est moyennement grande. Donc, elle est quand même assez faible. Dans le milieu du mouvement, quand tu fais ta flexion, ta capacité de générer de la force est vraiment grande. Puis à la fin, ta capacité de générer de la force est beaucoup plus petite. Ce que ça nous dit, c'est que quand on choisit un exercice, c'est important de comprendre ça parce que l'exercice que tu choisis va être dur à certains moments du mouvement. Donc, par exemple, que je te demande de faire un dumbbell curl debout, juste au feeling, tu vas sentir que dans le bas du mouvement, c'est pas dur. Dans le milieu, c'est quand même assez dur. Puis à la fin, les premières répétitions que tu vas faire, la fin va être un petit peu plus facile. Puis plus tu vas aller, plus tu vas être fatigué dans le top du mouvement, plus ça va devenir dur. Donc, quand tu choisis tes exercices dans ton plan d'entraînement, que ce soit encore là pour toi ou pour tes clients, c'est important de comprendre ça. Parce que si tu travailles toujours dans le même profil de résistance qu'on va appeler, qui est la résistance que l'exercice va te donner, tu vas tout le temps taper à la même place sur les fibres musculaires. Donc, tu vas vraiment aller fatiguer un groupe d'unités motrices puis de fibres musculaires. Et tu vas créer plus de dommages musculaires, mais tu vas passer à côté de plein d'autres fibres que tu pourrais aller travailler. Donc, c'est important que tu choisisses des exercices. Par exemple, on va prendre les biceps qui te surchargent un petit peu plus dans la partie où ton muscle est contracté. Donc, par exemple, un spider curl. Donc, tu as le coude vraiment vers l'avant. Exemple, couché sur un banc à 45 degrés, ton coude est vers l'avant. Puis là, tu curls, la tension est plus grande au top du mouvement. Et des mouvements qui vont avoir la tension plus grande dans le bas du mouvement. Donc, par exemple, avec un câble en arrière de toi, dans la multitation, tu fais ton curl avec le câble là. C'est vraiment important que tu travailles tout ça pour optimiser, encore là, faire le sniper dans tes entraînements pour pas créer trop de dommages puis perdre ton temps dans le gym. Un autre principe aussi, c'est toujours d'aligner la tension avec le groupe musculaire que tu veux travailler. Donc, par exemple, que tu fais, si on prend les triceps, exemple, tu fais du skull crusher. Donc, tu descends la easy bar au front puis tu la lèves. Si on regarde tes coudes, dans quel alignement ils sont. Donc, si tes coudes sont vers l'extérieur, quand tu fais cet exercice-là, la principale force qui est mise sur ton muscle, c'est la gravité. La gravité dans le poids, par ta main, puis après ça dans le coude, puis après ça au niveau musculaire. Donc, ce qui arrive, c'est que ta tension vient verticale. Si tu vis sur Terre, la gravité, c'est vertical. Et ton coude, il pointe à 45 degrés, par exemple. Donc, ce qui arrive, c'est que la tension n'est pas mise directement sur le muscle et ça va être mis beaucoup au niveau de l'articulation. Ce qui va arriver, c'est comme si tu ouvres une porte de char,
une porte d'auto, pardon. Et là, tu te pends après la porte de char. Donc, tu mets de la pression sur cette porte-là. Puis là, tu fermes la porte puis tu l'ouvres. Ce qui va arriver, c'est au niveau de l'articulation du joint de la porte. Éventuellement, il va y avoir des problèmes. Et c'est souvent ce qui arrive, surtout sur cet exercice-là, parce qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui sont déchirés des triceps, des hommes forts aussi qui déchirent les triceps en faisant cet exercice-là. Puis là, il dit... C'est de la merde cet exercice-là, c'est juste bon pour se détruire les coudes. Oui, mais non, parce qu'en fait, oui, parce que l'alignement que tu avais avec ton corps n'était pas optimal, mais si tu l'as, c'est un bon exercice comme un autre. Donc, c'est important de toujours enligner la tension directement avec le muscle visé. Et ça veut dire modifier certains exercices. Moi, personnellement, ces exercices-là, je l'ai fait beaucoup dans ma jeunesse, puis mon coude gauche a tout le temps sorti, et j'ai tout le temps eu mal au coude gauche depuis jusqu'à les 3 dernières années où je me suis mis à me questionner sur ces trucs-là, parce que ça marchait plus, j'avais juste tout le temps mal au triceps gauche, au coude gauche. Puis maintenant, avec d'aligner les exercices comme il faut, ben j'ai plus de douleur. Donc c'est ça, puis tu sais... Tout ce que je vais dire au niveau de l'entraînement puis que j'enseigne, c'est toutes des choses que j'ai passées à travers parce que ça fait 12-13 ans que je m'entraîne puis j'ai tout le temps eu certaines problématiques qui m'ont porté à me casser la tête puis d'apprendre des affaires différentes pour optimiser mes entraînements puis maintenant optimiser les entraînements du monde. Donc, s'il y a un exercice qui te fait mal, tu sais, assure-toi que ton muscle il est aligné avec la tension puis change s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. C'est pas parce que le squat c'est le meilleur exercice théoriquement, qu'on dit pour les quads, comme j'ai parlé tantôt, peut-être pas, que tu dois absolument faire les quads. Si tu as mal les genoux, si tu as mal les hanches, il y a d'autres choses que tu peux faire pour optimiser ton mouvement, puis pendant ce temps-là, travailler peut-être sur des points faibles aussi que tu as. Si on parle au niveau des squats, tu peux tellement avoir de problématiques. Mais sur l'exemple du skull crusher, si ça marche pas pour toi, change, trouve une autre variation. Tu sais, Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même affaire puis d'espérer un résultat différent. Ben, c'est un peu ça aussi au niveau de l'entraînement. Point numéro 9, de prendre en considération l'alimentation de la personne ou ton alimentation à toi. Donc, exemple, tu as une alimentation que tu fais attention, mettons, on va dire à 70% de ton alimentation. Donc, à tous les jours, tu as un petit peu d'aliments moins bons que tu manges, tu as un petit peu d'aliments inflammatoires. Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une inflammation systémique qui va se passer à un certain degré. Donc, peut-être un peu, peut-être moyennement, peut-être beaucoup. Mais ce qui va arriver, c'est que si tu fais un entraînement qui est très demandant aussi puis qui va faire de l'inflammation, tu vas te retrouver avec juste trop d'inflammation puis ça va augmenter ton stress d'entraînement, ton stress de la vie. En général, fait que ta capacité de récupération ne sera pas capable nécessairement d'aller contrer ça. Donc, tu as deux choix dans ce cas-là. Tu optimises ta nutrition pour aller vers un 90% parce que si tu fais en bas de 90% de ton plan alimentaire, je te garantis que tu n'auras pas de résultats ou très peu de résultats. Ensuite de ça, soit tu fais ça, ou si tu veux garder ton mode de vie comme ça, avoir un petit peu de résultats, continuer à manger tes toasts le matin, X, Y, Z, ben en fait, change le type d'entraînement que tu fais pour optimiser ça. Donc, si tu fais si tu manges une alimentation qui est un petit peu inflammatoire, que tu arrêtes chez McDo une fois par semaine, que tu bois une coupe de vin, une coupe de bière le vendredi soir, que vous comprenez ce que je veux dire? Ben peut-être que ton entraînement ne devrait pas être aussi inflammatoire. Donc, tu vas faire des entraînements que tu vas t'assurer de ne pas être trop raqué. Donc, des entraînements peut-être plus en force, peut-être plus des entraînements qui sont métaboliques, mais sans être oxydatifs. Ça sera une autre discussion, la différence entre ça. Mais tu fais des entraînements que tu ne veux pas être ultra raqué parce que ça va juste augmenter l'inflammation. Encore là, la nutrition, c'est exemple que tu fais une nutrition qui est très bas en carbs, puis tu choisis un type d'entraînement qui va être très haut en demande de glycogène. Donc, par exemple, un entraînement, souvent on va voir ça. Le monde en préparation de compétition, il baisse les calories, il baisse les carbs, donc moins de glycogène musculaire, puis il monte le volume d'entraînement. Donc, ils font de plus en plus de séries, des supersets, des giant sets. Puis, j'ai fait ça dans le passé avec mes gars de compé, mes filles de compé. Par contre, ce qui arrive, c'est que tu ne donnes pas le substrat énergétique à ton corps pour faire cet effort-là. Donc, ce qui arrive, c'est que là, tu crées encore là une inflammation systémique. Tu augmentes le cortisol parce que là, le cortisol monte pour sortir l'énergie des muscles. Et là, il n'y a pas de glucose. Donc, il va convertir tes protéines en glucose. Et là, ça va demander beaucoup plus d'efforts au corps. Et ça va faire en sorte que ta demande
de ton workout va être beaucoup plus grande. Puis encore là, ça revient à la capacité de récupération. Vas-tu être capable de récupérer avec ça? Ça va te créer trop d'inflammation que tu vas faire de la rétention d'eau puis ton physique va te détériorer au lieu de s'améliorer. Donc, c'est vraiment important de prendre en considération ta nutrition, ton entraînement puis de faire en sorte que ça matche ensemble. Donc, si tu fais un entraînement de style hypertrophie, on sait que ça demande du glycogène puis que ça demande des calories. Fait que si tu veux être très très bas en carbs puis en calories, c'est peut-être pas le bon type d'entraînement à faire. Vous comprenez un peu le concept? Donc ça, c'est de se poser les questions. L'entraînement que je donne, c'est quoi les substrats énergétiques que le client ou que j'ai besoin et d'aligner ta nutrition avec ça ou vice-versa. C'est le même concept avec le cardio. Donc, si tu fais du cardio intervalle, qui est très très demandant au niveau glycogène et que tu es low carbs, ben selon moi, c'est vraiment pas ce qui est efficace. Donc, si exemple que tu es dans une phase très très low carbs, c'est peut-être plus intéressant de faire du cardio à intensité modérée, du steady state, qui va être intéressant. Puis si tu as un petit peu plus de carb, ben là, peut-être faire des intervalles. Mais si tu es low carb et tu fais des intervalles, encore là, ça va pas ensemble parce que ta demande de nutriments dans ton corps, ça marche pas. Là. Donc, tu vas juste augmenter ton stress plus que d'autres choses, puis peut-être que tu vas nuire à tes résultats. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération. Donc, dernier point, comprendre la psychologie. Donc, ta psychologie puis la psychologie si tu as des clients. Mais de comprendre que chaque personne va pouvoir performer différent avec différents styles d'entraînement. Puis, il y a du monde qui vont mieux aimer certains types d'entraînement. Donc, par exemple, que toi, tu aimes ça t'entraîner vraiment fort, d'aller à l'échec musculaire, ben si tu aimes plus ça, c'est sûr que tu vas te donner plus à faire ce style d'entraînement-là que si tu fais un entraînement qui est très, très métabolique. Je dis pas qu'il faut pas que tu le fasses, mais je dis juste que si tu vas avoir le maximum de résultats, tu veux t'aligner un petit peu plus souvent vers ce que tu aimes parce que tu vas mieux performer dans ça. Même chose avec la nutrition. Si toi, tu es un gros mangeur de carbs, tu adores les carbs, ben mange des carbs, mais baisse tes calories en gras, puis va créer un déficit calorique si tu veux perdre du gras. Puis ça va marcher. Tu peux manger des carbs et perdre du gras. C'est juste une question de manger des bons aliments, de créer un déficit calorique. Et voilà. Donc, de comprendre que chaque personne va réagir différent à certains types d'entraînement. Puis c'est pas parce que toi, tu t'entraînes d'une façon que ça marche bien pour toi que ça va mieux marcher pour les autres. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, la formation de neurotyping de Christian Thibodeau, il va vraiment profond dans cette sphère-là, mais il faut comprendre que la psychologie va avoir un gros impact. T'sais, si tu arrives avec ton entraînement que tu n'aimes pas ça faire ce style d'entraînement-là, tu n'aimes pas ça faire de l'entraînement de circuit de fat loss, puis là, c'est janvier, puis tu es comme, il faudrait que je perde du gras, puis là, à toi, tu regardes ta feuille, ton plan, tu es comme, ça me tente pas d'aller faire ça, puis tu y vas de reculons. Je te garantis que tu vas avoir moins de résultats que si tu es un gars qui aime ça faire de la force. Mais va faire de la force, mais tweak ton alimentation pour vraiment optimiser tes résultats avec ta dépense en alimentation parce que le style d'entraînement va pas tant avoir d'effet au niveau de la perte de gras. Un peu, mais c'est beaucoup plus l'environnement hormonal et la nutrition. Donc, il ne faut pas passer à côté de tout ce qui est psychologique, ça va avoir un gros impact. Donc, ceci était les 10 commandements d'un entraînement efficace pour la prise de masse. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes. Laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Laissez un commentaire si vous avez aimé ça. Faites un petit like. Si vous faites la petite clochette, vous allez avoir une notification toutes les fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et c'est ça. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et soyez bons. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.